vous avez un port qui ferme quand on met le feu, quand on est content de rien, et ainsi de suite. Avec toute cette volonté de transformer, comment peut-on transformer des mentalités? Et c'est ça le plus dur. L'éducation et la culture, monsieur. Ça commence dans la famille, ça commence à la maternelle et dans le primaire, et ça se poursuit toute la vie. L'éducation et la culture. Vous savez que la mairie de Marseille a la responsabilité des établissements d'enseignement primaire. Ça, il faut que nous en parlions aussi, c'est important. Nous en avons plus de 400. On en a même découvert quelques-uns qui étaient comme le vaisseau fantôme, n'est-ce pas, quelque part par là, mais personne ne savait où il se trouvait exactement. Bref, on commence à avoir une idée plus précise du nombre d'établissements scolaires dont la municipalité a la responsabilité. Je signale d'ailleurs que la mairie de Marseille engagera un audit du patrimoine foncier et immobilier de la ville parce qu'il faut savoir exactement de quoi nous disposons. Que ça aille de la petite salle de sport jusqu'à l'établissement d'enseignement, en passant par un local plus ou moins abandonné, ou des logements de fonction qui ne seraient peut-être pas tout à fait parfaitement attribués. Je crois qu'il faut que nous ayons un audit clair du patrimoine de la ville. Mais les établissements d'enseignement doivent être remis en bon état et nous devons y développer un enseignement qui contribue à sensibiliser nos jeunes concitoyens, ceux qui seront les Marseillais en charge des affaires demain, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Il faut que nous les sensibilisions à cette culture du bien commun, du respect de l'autre, de la fierté qu'on peut avoir à apporter sa contribution à la vie de la collectivité. Vous savez, moi j'ai encore un enfant qui est au collège et je peux vous dire que quand on voit l'état des collèges actuellement, l'état, mais la crasse, le manque d'hygiène et ainsi de suite, à tel point que les enfants ne vont pas aux toilettes parce que tellement c'est sale, ils ne peuvent pas y aller. Non, c'est... Alors, je vais vous donner la parole aussi parce que comme vous êtes, nous sommes sur cette même sur ce plateau avec Monsieur Fabrice Solier qui se présente sur le 5e secteur, Monsieur Nicolas Djolakian qui est sur le 6e secteur, c'était sur le 11-12, et Monsieur Philippe Sion sur le 7e secteur, le 13-14. Monsieur Sion, déjà, dites-nous qui vous êtes un petit peu. Bonjour Monsieur Brisson. Tout d'abord, moi aussi je souhaiterais vous remercier de nous avoir invités, d'avoir mis fin en quelque sorte à cette petite ou grande omerta qui nous touche, puisque dans le dernier sondage de la Provence, nous n'avons même pas été listés comme candidat à la mairie de Marseille. D'ailleurs, il en est allé de même du pacte démocratique qui n'a pas été nommé non plus. Donc, avec ce genre d'informations, de publi-informations, devrais-je dire, est-ce que les Marseillais sont à même de voter correctement et d'être informés correctement? Donc, je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. C'est normal, nous sommes une radio, je le dis toujours, apolitique, mais ouverte à tous. Et c'est important que chacun puisse venir témoigner de ce que vous faites. Donc, nous parlions de l'état... Oui, déplorable. Vous aviez proposé que je me présente, oui, ça va être très bref. Oui, voilà. Bien sûr. En fait, moi, voilà, il se trouve que j'ai beaucoup de temps libre pour des raisons que je n'aborderai pas ici. En fait, moi, j'ai vu passer la candidature de Michel Pinard sur Mars Actu, un de vos confrères médias, auquel j'étais abonné. Je suis allé voir son site et il faisait appel à des gens qui avaient des idées. Il proposait d'envoyer leur CV. Donc écoutez, moi je l'ai fait et puis il a trouvé que mes idées étaient sympathiques, il m'a contacté, il devait sûrement avoir beaucoup de propositions, mais il a choisi de prendre du temps pour m'écouter et de fil en aiguille, je me suis retrouvé tête de liste dans le 13-14. Moi je suis tout bêtement un ingénieur idiot qui pense que s'il y a des problèmes d'un côté, il y a peut-être des solutions de l'autre si ça passe par le cerveau. Mais si ça passe pas par le cerveau, c'est certain que les solutions ne viendront pas toutes seules et que peut-être certaines personnes finalement sont intéressées par le fait que les choses ne se résolvent pas. Et comme me le disait ma chef, une fois elle me disait qu'un bon dossier, c'était un dossier bloqué.
Voilà. Ah Donc, bon oui, ma chef me disait ce genre de choses. Il y a urgence de ne rien faire. Tout à fait, parce que quand vous avez un dossier bloqué, vous avez l'air vachement important parce que vous avez un truc super grave à faire, à gérer, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Et au final, vous avez donné l'impression aux gens de faire quelque chose et vous ne faites rien, donc c'est pas fatigant et vous passez pour quelqu'un d'important. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Calvé, l'ancien patron de Peugeot, disait quand un problème est important, vous le mettez dans un tiroir. Une semaine après, il l'est beaucoup moins. Donc... Exactement. Donc il en va de même pour cette question effectivement du financement des journaux et des médias à Marseille qui est passé au placard. Après pourtant que Edwige Penel de Mediapart en est parlé de façon très directe et a accusé un des candidats à la mairie directement. Donc pour revenir sur les problèmes effectivement du quartier, moi là je tiens entre les mains le journal de mon quartier. Parce que moi, mon quartier, j'y vis. Je ne suis pas comme certains candidats à la mairie qui se proposent d'aider les gens dans leur quartier, mais qui n'y habitent pas parce que ça ne leur plaît pas assez. Ils préfèrent avoir une vue sur la mer et une piscine. Donc moi, voilà, c'est le journal de mon quartier. J'y vais, j'ai fait faire mes tracts chez eux, etc. Voilà, avec le peu d'argent qu'on a dans cette association, parce qu'on n'a pas des millions d'euros, contrairement aux autres. Et donc, dans le journal de mon quartier, il y a état des lieux de l'école Merlin Village et du gymnase de la Cerisée. Voilà. Chez nous, enfin, dans le 13e et 14e arrondissement, il y a effectivement une situation qui est assez dramatique. Moi, des parents d'élèves m'ont rapporté le fait qu'à l'école de la Batarelle, notamment, les enfants et les professeurs devaient faire classe par 6 degrés. Donc ils faisaient la classe pendant cet hiver en doudoune, en étant absolument congelés. C'est intolérable. Alors je sais bien que l'entretien des écoles revient à la mairie centrale, mais il est tout à fait possible pour un maire de secteur d'acheter des radiateurs, d'acheter des souffleurs, de trouver des petites solutions. Moi, en gros, c'est ça. Je ne suis pas quelqu'un, j'ai pas vocation. Voilà, Michel l'a très bien exprimé. Michel Pinard a bien expliqué qu'il ne souhaitait pas devenir maire de Marseille ad vitam aeternam comme certains autres. Moi, mon seul but, c'est que j'ai des fois des petites idées ou des petites solutions à des gros problèmes. Et j'ai un cerveau qui permet de temps en temps de trouver des petites solutions. Peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, mais en tout cas, voilà. Donc là, je vois des toilettes qui sont dans un état absolument lamentable. Est-ce que ça, c'est vraiment impossible de financer ça ? Enfin, non, je ne pense pas. Donc il y a des solutions qui sont pratico-pratiques. C'est exactement ce qu'a évoqué Michel Pinard. C'est de l'écologie aussi, de l'écologie pratique, des choses simples, pas forcément des choses qui coûtent des millions et des millions d'euros. Je veux dire, par exemple, mettre en place le réseau, mettre en place Internet dans le réseau marseillais, ça existe depuis des dizaines d'années à l'étranger. Nous, on doit tout couper. Alors, pas de Deezer, vous n'aurez pas de Deezer, vous n'aurez pas de Netflix, vous ne pourrez pas envoyer de SMS dans le métro. Parce que ça coûte trop cher, ou ça fait peur, ou ça... Je sais pas, lançons le projet, réfléchissons-y, et si je fais partie des gens qui pourront porter des projets à la mairie de Marseille, eh bien je ferai avec plaisir ce genre de proposition complètement stupide, mais qui pourtant ne serait pas chère et rendrait service aux gens. Voilà, c'est tout simplement mon credo. Michel Pinard, excusez-moi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, on parlait justement du budget en dehors déjà de tous ces problèmes qu'on va revenir, puisque dans notre journal La Provence de nos confrères, bien évidemment, il est sorti les sondages des municipalités avec les tendances, mais aussi les préoccupations de nos amis les Marseillais, comme en tête bien évidemment la propreté. Ensuite, en deuxième position, je dis à peu près les pourcentages, c'est 59% sur la propreté, 48% c'est sur la sécurité. Ensuite, vous avez l'environnement aussi qui devient vraiment une préoccupation bien plus importante dans l'esprit de nos concitoyens. Vous avez aussi les transports en commun, le logement, la circulation, le stationnement, les écoles. Voilà, ça c'est dans l'ordre que je suis en train de vous les évoquer. En dehors de tous ces soucis sur lesquels on va essayer de revenir assez rapidement pour qu'on puisse en dire un maximum aussi, quand on est un candidat sans étiquette politique comme le vôtre, comment on peut sortir son épingle du jeu? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'êtes même pas dans le sondage, vous n'apparaissez même pas, on ne sait même pas le pourcentage. Qu'est-ce que vous représentez dans l'esprit des Marseillais? On a les grosses têtes de liste, mais on vous a pas. Donc déjà, comment on se retrouve quand on est face à des résultats comme ça où on n'apparaît même pas? Et en dehors de ça, donc comment financer sa campagne? Est-ce que c'est comme les autres, on a des financements? Voilà, toutes ces questions-là un petit peu pour que nos auditeurs arrivent à comprendre comment on se lance en politique comme vous. Sur la question
du sondage, il est certain que ce sondage, au cours duquel on a soumis aux électeurs formant l'échantillon une liste qui ne comportait que 8 noms, nous a considérablement desservi. Parce que si le sondage avait comporté les 10 noms, en incluant Projet Marseille et le Pacte démocratique, peut-être nous aurait-on dit Projet Marseille fait 0,000 quelque chose, mais au moins on aurait pu considérer qu'il y avait là une rigueur scientifique. Ce n'est pas le cas. Donc je me suis permis d'ailleurs, moi qui ai aidé un peu l'Ipsos à améliorer ses positions, à signer quelques contrats à l'international auprès de partis politiques étrangers ou de gouvernements étrangers, lorsque j'étais ambassadeur de France, je me suis permis de m'en étonner auprès d'eux et de m'interroger sur la manière dont ils avaient constitué cette liste, apparemment en s'intéressant aux grands partis politiques. Alors effectivement, si c'est ça, c'est fini pour le... Alors est-ce que c'est pas en train... Est-ce qu'il vous exclut pas de telle manière à dire que vous n'avez pas d'importance finalement dans le paysage ? Mais je n'exclus pas, nous n'excluons pas que cette liste ait été suggérée à l'Ipsos, même si celui-ci ne l'avouera jamais. Bien. En tout cas, c'est le passé. Il est certain que cela nous a fait beaucoup de tort et je suis d'autant plus reconnaissant à Diva de nous accueillir pour pouvoir nous adresser aux auditeurs marseillais. Nous nous adresserons aussi aux auditeurs marseillais le 29 janvier à 18h au cinéma Le Chambord, au rond-point du Prado. Bien. Parce que nous avons des choses à dire aux Marseillais. Et quand on les croise, quand on parle avec les gens, on se rend compte que beaucoup de gens, en définitive, s'intéressent à ce que nous leur expliquons, à notre manière de voir. Je sais, par exemple, qu'une vidéo qui était passée sur Made in Marseille, vous connaissez ce site, il y a 1 mois et demi ou 2 mois, avait fait plus de 10 000 visionnages sur Made in Marseille, autant que la vidéo d'un monsieur que l'on voyait très régulièrement à la télévision, et 2 fois plus que la vidéo d'une dame que l'on voit de plus en plus à la télévision. Je ne cite pas de nom, mais en tout cas, j'étais très bien placé. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une attente. Une résonance sur votre... Voilà. Je crois en réalité, et je le dis tout simplement, sans aucune prétention, je crois que le projet Marseille, la conception qui est la nôtre, la philosophie qui est la nôtre, en rupture avec cette espèce de pratique de république bananière que nous connaissons à Marseille. Et les républiques bananières, chère madame, je sais ce que c'est. En pratique, c'est une république bananière, marseillaise mais bananière. Notre projet de rupture avec cela dérange beaucoup de monde. Dérange beaucoup de monde dans les réseaux de copinage, dans les réseaux de l'entre-soi, n'est-ce pas ? Marseille est une ville malade parce qu'elle souffre de clientélisme aggravé, de favoritisme endémique, de copinage institutionnel. Eh bien, contre cette maladie, il n'y a qu'un remède, un seul remède, le bien public. Quand vous dites cela, les Marseillais le comprennent. Ils ne sont pas forcément persuadés que ce soit faisable, pour les raisons culturelles que vous mentionniez tout à l'heure, monsieur Brisson. Mais ils vous comprennent. Et d'ailleurs, tous ceux que ça dérange vous comprennent aussi. Donc s'ils peuvent éventuellement s'arranger pour qu'on ne parle plus de vous, ils le feront. Ça, c'est sûr. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, alors, monsieur Sion. Oui, ben, je rebondis sur ce qu'a dit monsieur Michel Pinard, parce que effectivement, c'est tout à fait ça. Il s'arrange pour ne pas parler de nous. Donc, juste pour information, on a lancé quand même 2 projets, parce que pour donner l'exemple de projets quand même assez porteurs qu'a lancé Projet Marseille, c'est l'idée d'abord d'une agora qui permettrait. Alors, c'est quand même assez commun. Hein. Mars Actu a mis en place l'initiative Tous Maires, le pacte démocratique Tous Candidats. Donc voilà, on propose des idées, etc. Nous, notre initiative est quand même différente parce qu'elle propose d'utiliser cette agora avec, une fois que les gens auront voté pour les propositions qu'ils plébiscitent, d'aller porter que les candidats élus de Projet Marseille au conseil municipal, aillent porter ces vœux des Marseillais au conseil municipal. On ne pourra pas
forcer les autres à les voter, mais on portera la voix des Marseillais au conseil municipal. Ça s'appelle un truc qui commence par un D et qui n'existe plus. C'est la démocratie, tout simplement. Deuxième projet, on a effectivement, donc M. Berland a lancé l'idée signer ma charte éthique, parce que moi j'en ai une, mais Projet Marseille et Michel Pinard a lancé sa charte éthique depuis juillet dernier, qui comporte 10 points. Un code de conduite. Un code de conduite, tout à fait. Et nous l'avons tous signé ici parce qu'on veut s'engager à une nouvelle forme de politique plus éthique. Parce que moi, politique, je mets un P majuscule, point final. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défié M. Berland. Donc, non seulement M. Berland, mais l'ensemble des candidats à la mairie de Marseille, avec un défi, vous savez, c'est Ice Bucket Challenge. Eh bien, moi, on a lancé à Projet Marseille le Marseille 2020 Challenge. Qu'est-ce que c'est ? C'est, vous êtes candidat à la mairie de Marseille, eh bien, si vous êtes candidat, vous vous engagez sur votre probité en adhérant à l'association Anticorps. L'association Anticorps, c'est rien d'autre que celle qui a dézingué M. Delevoye parce qu'il n'avait pas respecté les obligations de la haute autorité de la transparence pour la vie, de la vie publique. Et donc, voilà, je vous redéfie encore à nouveau sur les ondes de Diva FM. Essayez, montrez-nous que vous adhérez à Anticorps et prouvez-nous que vous êtes des candidats éthiques à la mairie de Marseille. Merci beaucoup. Oui, pardon. À savoir si ça se fera, ça va être encore une autre histoire. Mais Monsieur Michel Pinard, dans l'autre question que j'avais, c'était aussi concernant votre budget. Comment s'en sortant, donc, quand on est un candidat comme ça, donc avec Projet Marseille, sans aucune étiquette politique, donc voilà, les financements, vous disiez, c'est très compliqué. Alors le budget, vous parlez du budget. De la campagne. Voilà, de la campagne. Le budget de la campagne, je vais vous le dire, nous avons fait le choix d'une campagne très sobre. Très sobre. Bien. Parce que dans Marseille, la plus pauvre des grandes villes de France, claquer des millions, n'est-ce pas, en affichage, en location de grandes salles, machin, les pom-pom girls, etc., c'est une insulte. C'est une insulte aux Marseillais. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi la manière de vous faire voir aussi, Michel Pinard ? Mais, chère madame, de fait, je ne le cache pas, nous avons une difficulté de financement pour notre campagne. Parce que il faut convaincre les Marseillais qui s'intéressent à nous de nous aider. Et de vous soutenir. De nous soutenir. De ne pas se limiter à nous dire que ce que nous faisons c'est très bien, mais peut-être de nous envoyer de temps en temps un petit chèque à Projet Marseille, 24 place Castellane, 13006. Projet Marseille, 24 place Castellane, 13006. Parce que si nous refusons de claquer des millions, nous avons quand même besoin d'un minimum. Et de fait, ni moi, ni les personnes qui sont ici autour de cette table ne sommes richissimes, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, nous, je ne vous le cache pas, je le dis en toute sincérité à vos auditeurs, nous avons besoin de contributions financières. Voilà. Et je remercie d'avance, d'ailleurs, toute personne qui voudrait nous aider. Maintenant, si vous parlez du budget de la ville pour financer les projets qui sont les nôtres, nous avons des projets qui parfois sont très modestes, tellement simple qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été fait depuis 20 ou 30 ans. Bien. Une liste non exhaustive est sur notre site projetmarseille en un seul mot.fr. Bien. Mais nous avons aussi quelques projets qui peuvent être plus ambitieux. Faire une trouée verte de la porte d'Aix jusqu'à l'obélisque de Mazargues, avec une perspective verte de 8 km de long, ce serait quelque chose de magnifique. Ça aurait aussi une valeur symbolique de rapprocher, d'unifier la ville nord et la ville sud par-dessus cette frontière qui est devenue la Canebière. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, à l'école d'architecture, les étudiants avaient reçu comme devoir la Canebière, charnière ou frontière, il y a 40 ans. On en est toujours là. Bon. Alors ça, c'est un projet ambitieux. Un autre projet ambitieux, c'est celui qui consiste, par exemple, à profiter des Jeux Olympiques de 2024 pour faire quelques affaires utiles. En 2024, nous avons l'obligation de créer un village olympique. Je connais bien l'affaire parce que j'étais consul à Atlanta à l'époque des Jeux Olympiques de 1996. Nous avons l'obligation de créer un village olympique pour loger les athlètes et leurs délégations. On prévoit de louer les locaux d'un hôtel qui appartient d'ailleurs à une chaîne thaïlandaise, après avoir été vendu par un groupe espagnol. Bien, parfait. Tout ça va nous coûter évidemment la peau des fesses. Mais c'est pas grave, nous sommes riches, paraît-il. Donc, moi je propose une autre solution. Nous profitons des Jeux Olympiques pour remodeler complètement le périmètre de Chano. À Chano, nous créons le village olympique.
ce village olympique, passer les 15 jours d'épreuves olympiques et transformer en cité universitaire. Deuxièmement, nous en profitons pour mettre le périmètre de Chano de la Foire internationale de Marseille aux standings internationaux. Parce que la foire de Marseille elle ressemble plus à une foire un peu régionale qu'à une foire vraiment internationale. Mais là où vous trouveriez les financements pour arriver à aboutir à un projet comme celui-ci. Voilà. Et nous en profitons d'ailleurs pour réorganiser le petit parc le petit jardin public là, de Chano qui est dans un état absolument déplorable. Vous y allez, ça vous donne envie de pleurer. Bon. Donc ça c'est un projet ambitieux. Alors vous allez dire, mais alors on trouve l'argent où? D'abord, il y a l'argent de la ville. Je vais vous en parler. Il y a l'argent du département, il y a l'argent de la région, il y a l'argent de l'État et il y a l'argent de l'Union européenne. L'Union européenne, elle contribue un petit peu de temps en temps à quelques projets marseillais, mais très peu. Il faut savoir que beaucoup d'argent de l'Union européenne, qui dispose de milliards, part plutôt vers le Portugal ou la République tchèque ou la Pologne, mais ne vient pas à Marseille. Donc il faut mettre à Bruxelles quelqu'un qui représente Marseille, qui parle des langues étrangères autres que le marseillais, n'est-ce pas, capable de s'exprimer aux fonctionnaires de la Commission européenne en allemand ou en anglais ou en italien ou en polonais, peu importe, et qui s'occupe d'orienter vers Marseille les financements de l'Union, à plein temps. Ensuite, les financements proprement marseillais. Eh bien, à la prise de fonction de la municipalité Projet Marseille, on engage un audit, je vous ai dit. Un audit du parc foncier immobilier. Parce qu'il faut que le parc foncier immobilier soit rentabilisé. Nous louons à d'autres et nous vendons à d'autres au prix inférieur au prix du marché. Et en sens inverse, quand nous achetons à d'autres et quand nous louons à d'autres pour notre propre compte, nous payons des prix supérieurs au prix du marché. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, nous avons toutes sortes de dépenses dont l'utilité n'est pas évidente. Et puis, nous, par exemple, regardez le budget, vous verrez toutes les dépenses diverses. C'est là-dedans, en général, qu'on voit les trucs que les citoyens ne doivent pas voir. L'exécution du budget, elle sera suivie mensuellement par les Marseillais. Vous avez un budget primitif en début d'année, tous les mois, la mairie rend compte de l'exécution du budget. Où en est l'exécution du budget? Où en sont les projets? Ça, c'est la transparence citoyenne et démocratique. Vous faites également un audit du budget des subventions, parce que beaucoup de subventions sont versées à des organismes de retape électorale. OK? Donc l'argent ne manque pas. À Marseille, nous avons certes une lourde charge qui est liée aux plus de 600 millions des rémunérations du personnel, des 12 000 fonctionnaires et 3 à 4 000 vacataires ou contractuels. Nous avons une dette qui nous plombe, mais si nous faisons des économies sur toutes les dépenses inutiles, et si nous exploitons au prix réel le patrimoine dont nous disposons, nous avons peut-être moyen de dégager quelques marges. Mais c'est presque pas, sincèrement, est-ce qu'on va faire donner la parole aussi à vos autres représentants aussi pour les différents secteurs, mais est-ce que c'est presque, là, on dirait que vous vendez du rêve, presque quelque chose qui serait irréalisable. C'est presque ce qu'on aurait envie tous d'entendre et qui aussi se réalise sur Marseille, mais on se dit déjà comment vous allez arriver à ce résultat-là. Est-ce que vous allez pouvoir carrément tout changer sur Marseille? Ça reste que presque, on va dire, irréalisable à l'idée. Comme ça. Mais l'idée est très bonne. Plus que bonne, puisque on va dire c'est presque une idée commune. Et faite par des gens qui connaissent les dossiers à fond. Chère madame, comment allez-vous faire pour y arriver? Premièrement, il faut que les Marseillaises et les Marseillais votent pour nous. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas? Si nous n'arrivons pas à la mairie, l'affaire est réglée. On peut se mettre en vacances. D'ailleurs, à l'origine, c'est ce que j'avais prévu quand je suis rentré à Marseille. Bien. Voilà, j'avais prévu de me consacrer à l'écriture puisque j'ai publié des recueils de poèmes. Au Quai d'Orsay, ça se fait beaucoup. Ensuite, je crois que pour y arriver, il faut aussi que nous ayons une méthode de travail. Le maire de Marseille ne doit plus être un chef de clan. Le maire de Marseille doit être l'animateur d'une équipe municipale. Les maires de secteur, les 8 maires de secteur doivent être le premier cercle des collaborateurs du maire de Marseille. Le maire de Marseille doit traiter tous les maires de secteur de la même manière.
et non pas en fonction de leur parti, étiquette bien politique. sûr. Bon. Parce que quand vous pénalisez un maire de secteur, vous pénalisez les 50 ou 100 000 personnes qui vivent dans tous son les secteur. citoyens, bien sûr. Ensuite, il doit être l'animateur d'équipes qui réunissent les compétences locales. Sur le secteur, une équipe pour les affaires économiques, une équipe pour les affaires de santé, une équipe pour les affaires culturelles, par exemple, une équipe, je vous l'ai dit, sur la projection maritime de la ville. Voilà. Le maire n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, mais il anime, il coordonne, il suscite l'enthousiasme, il fixe un cap. Et puis, en général, à tout problème, il y a plusieurs solutions techniques possibles. Mais parmi ces solutions, en général, il n'y en a qu'une qui sert le bien public. Si vous regardez les solutions que vous proposent les services techniques, il y en a une qui sert éventuellement les intérêts de M. Dupont ou de tel groupe. D'autres qui servent des intérêts tellement occultes qu'on n'ose pas en parler. Et puis, il y en a une qui sert le bien public. Eh bien, la mairie Projet Marseille retient celle-ci et pas une autre. Et avec ça, en 6 ans, vous ne réglez pas tous les problèmes, mais vous changez la trajectoire, vous la déviez, vous évitez le mur qui est devant nous. Parce qu'il faut savoir que la situation ne tiendra pas. À Marseille, ça ne va péter. Si on n'y prend pas garde, ça va péter. Dans 15 ou 20 ans, ça finira mal. Vous parlez en tant que Marseillais qui est révolté à la fois de ce qu'il voit quand vous êtes revenu donc, dans votre ville. On sent presque quelqu'un qui est révolté, c'est le cas quand vous observez ce que Marseille devient. Pourtant, on dit que Marseille a bien évolué, elle a eu plein de projets, elle a mis en avant sa culture. On pourrait dire que ça s'améliore. Je suis un révolté rationnel. C'est-à-dire que on a des raisons de se révolter quand on voit comment nous gâchons le potentiel de notre ville. C'est extraordinaire. On croirait que des gens ont fait des doctorats de gaspillage, n'est-ce pas, hein, voilà. Et c'est à pleurer. Mais, on ne peut pas se contenter de dire ça va mal, ou de se résigner en disant au contraire, ah mais c'est Marseille, ça a toujours été comme ça. Parce que les peuples résignés, madame, finissent esclaves. Moi j'appelle les Marseillais à prendre en main leur destin. Notamment la jeunesse marseillaise. Moi je suis déjà une vieille carne, si je puis dire, mais des jeunes qui ont 18, 20 ans, qui sont dans les facs, là, c'est de leur vie qu'il s'agit, c'est de leur avenir. Si dans 20 ans ça pète, c'est eux qui vont s'en prendre plein la figure. Moi je serai mort, mais eux vont s'en prendre plein la figure. Monsieur Pinard, il va nous rester quelques minutes. Je voudrais que nous présentions quand même vos têtes de liste aussi. Nous avons écouté Monsieur Sion. Nicolas Jolakian, vous vous présentez sur le 6e secteur, c'est-à-dire le 11 et 12. Exactement. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Je vais très rapidement me présenter parce que je sais que nous sommes pressés par le temps. J'ai 39 ans, 2 enfants et je suis notaire. Donc je me présente à la mairie du 11e et 12e arrondissement. Je suis un passionné de ma ville, mais dans ma vie professionnelle depuis 15 ans, je rencontre tous les jours des citoyens qui sont inquiets, voire déçus de son évolution. Alors le projet de Michel Pinard m'a tout de suite plu. Et j'ai décidé sans hésiter de l'accompagner dans son projet et dans cette élection municipale. Nous aimons tous Marseille. Nous avons une ville qui a énormément d'atouts. Mais je pense qu'après un quart de siècle d'une même politique, nous pouvons légitimement nous poser une question. Sommes-nous tous satisfaits de l'évolution de notre ville ? Et je crois que nous faisons tous le constat de la situation. Insécurité, pollution, incivisme, des règles d'urbanisme incohérentes, absence de considération écologique dans les choix politiques. Je pense, Michel Pinard l'a dit tout à l'heure, Marseille est malade. Marseille, effectivement, je pense, souffre dans de nombreux domaines. Et j'ai pu constater, au cours de ma carrière, que de nombreux Marseillais, et notamment les jeunes, s'en vont, et vont vivre parfois en périphérie, et malheureusement, souvent, dans des lieux plus agréables hors de notre ville. Et cette situation, je pense, va s'accentuer dans le temps. Nous pouvons, je pense, encore agir pour inverser la tendance. Contrairement aux idées reçues, si Marseille a une population relativement pauvre, le budget municipal est conséquent, mais il est malheureusement très loin d'être optimisé. C'est pour ça que nous proposons notamment un audit du budget municipal, la transparence budgétaire et la publication périodique de nos comptes. Pour cela, nous avons donc besoin d'un maire qui puisse être entouré, je pense, d'une équipe déterminée, de professionnels qui sont issus de la société civile et dans chaque secteur. Un maire qui ne soit ni de gauche ni de droite, car l'enjeu, à mon avis, a trop d'importance et doit dépasser nos clivages politiques. Je pense, c'est un avis personnel, que nos élus actuels sont des professionnels de la politique qui font
souvent passer leur profit personnel au-dessus de l'intérêt collectif. Donc je pense que nous sommes à un tournant et que c'est le moment pour tous de choisir un homme, une équipe dont vous savez qu'ils tiendront leurs engagements, tous leurs engagements, non pas pour chercher des voix, mais uniquement parce que nous pensons que cela est juste et bon pour notre ville. Parfait. Je pense que l'idée principale, c'est le rassemblement. Je pense que nous devons rassembler. Le rassemblement est au cœur de notre candidature. Donc, que tout le monde le sache, de bonne volonté. Et nous avons la chance, je voudrais simplement remercier Michel Pinard, puisque je pense que nous avons la chance d'avoir une personne qui a le profil et l'expérience nécessaires pour être élu maire de Marseille. Et je pense que nous avons la chance qu'il ait eu le courage de se présenter. Et c'est pourquoi nous devons l'accompagner sans hésiter. D'accord. Un petit mot, monsieur. Oui, bonjour. Donc, je vous remercie effectivement de nous avoir invités. Donc, je m'appelle Fabrice Solier. Je suis issu de la société civile, donc je suis formateur et je suis citoyen comme tout le monde. Vous parliez de révolte tout à l'heure. Oui, je suis révolté. Je suis révolté par notre cadre de vie, par tout ce que nous pourrions faire pour Marseille. Je suis révolté, par exemple, également par ce taux d'abstention qui est terrible. Ces partis politiques que l'on connaît depuis des décennies font fuir les électrices et les électeurs. Il y a des taux d'abstention de 30, 40 jusqu'à 52, 54% dans les secteurs. C'est terrible. C'est terrible. Le taux d'abstention, effectivement, pour l'élection présidentielle a été de 34%. Les partis politiques font fuir les électeurs. Nous sommes une liste citoyenne. Effectivement. Et nous allons pouvoir redonner aux électrices et aux électeurs l'envie d'aller voter. Voilà. Alors, monsieur Michel Pinard, au deuxième tour, vous allez agir comment? Vous êtes au deuxième tour ou vous avez obtenu tant de pourcentage? Quelle va être votre réaction? Quelle va être votre position? On m'a déjà posé cette question, vous l'imaginez bien. J'imagine, oui. C'est pour ça que je vous la pose d'ailleurs. Vous imaginez aussi que je ne me presse pas de dévoiler notre stratégie. Nous avons un impératif. C'est déjà d'arriver au deuxième tour dans un contexte qui nous est évidemment défavorable, parce que nous partons de rien. Nous l'avons vu tout à l'heure, manque de moyens et autres. Ah, bon. Donc nous avons un objectif clair et net. Ensuite, comme je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous dire qui arrivera au deuxième tour, qui n'y arrivera pas, même si j'ai quelques idées sur le sujet. Je pense pour ma part que nous y serons, même si le sondage publié par la Provence a oublié de mentionner quelques formations, dont la nôtre. Je pense que nous y serons. Mais quant à la question de savoir ce que sera notre stratégie, nous en parlons entre nous, nous y réfléchissons, nous avons étudié diverses hypothèses, etc., etc. Pour ce qui me concerne, j'ai un minimum de connaissances et de compréhension en matière des affaires politiques. Donc on réfléchit un peu, mais je ne peux pas à ce stade dévoiler notre stratégie. Ça se comprend, bien sûr, tout à fait. Vous dites bien que vous n'êtes pas Madame Soleil, et nous le comprenons. D'ailleurs, vous ne lui ressemblez pas du tout. Ah, vous l'aviez remarqué. Je pense que c'est presque un compliment, vous savez. Oui, c'est vrai. Sincèrement. En tout cas, pour vraiment beaucoup de Marseillais, aujourd'hui, la question est vraiment urgente. Beaucoup de Marseillais voilà, j'ai encore plein de réactions qui se font au standard. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent justement de cette propreté, de cette sécurité à Marseille, même au niveau du stationnement. Aujourd'hui, le stationnement est très très compliqué à Marseille. Il faut aller se garer à Pampelune, tout devient payant. Alors c'est bien aussi et c'est pas bien. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes et aussi il y a cette hygiène, cette hygiène qui est parfois aussi voilà, vandalisée, où on a des fois des déjections qui sont jetées sur les portes comme ça, où voilà, toutes ces questions là que j'essaierai, on refera des émissions évidemment avec tous ces partis qui représentent donc la ville de Marseille, mais comment répondre à tout ça, comment arriver, ça sera la dernière question de l'émission, mais comment arriver en plus secteur par secteur, même si admettons vous arrivez à avoir la mairie générale, mais comment arriver secteur par secteur à arranger tous ces problèmes? Madame, le problème majeur à mon sens de cette ville, c'est qu'il y a deux villes à Marseille. Il y a une ville dite des quartiers nord et une ville dite des quartiers sud. Cette situation est grosse de danger, à terme. Alors les gens vous disent, oui, mais au stade, on est tous ensemble. Faux.
Ceux des quartiers nord sont dans un virage, ceux des quartiers sud sont dans un autre. Donc, je crois qu'en réalité, il nous faut d'abord nous cibler sur la réunification de Marseille. Et l'instrument de cette reconquête du territoire marseillais, de cette unification du territoire marseillais, contre les sectarismes d'ailleurs, contre les fanatismes, contre l'intolérance, contre les intégrismes qui nous menacent, c'est la culture. Je crois que la culture est un instrument majeur de l'action municipale. À Marseille, il n'y a pas une culture marseillaise à proprement parler, il y a un patchwork de cultures, plusieurs cultures d'origine arménienne, d'origine juive, d'origine italienne, d'origine corse, de tradition catholique, culture musulmane, sénégalaise, comorienne, peu importe. Ces cultures sont là, elles sont riches, il faut les faire circuler sur Marseille, il faut que les Marseillais les découvrent, les connaissent, les apprécient. Les Marseillais apprendront à se connaître, à se comprendre, à se parler, à se respecter. Et le jour où les Marseillais en seront là, il n'y aura plus qu'une ville de Marseille. Une ville, une vraie ville, une ville conviviale. Alors, ce jour-là, nous aurons réussi. Et je pense que si nous voulons éviter le désastre, il faut engager cette action de réunification de la ville par la culture, d'apaisement de la ville par la culture, dès le premier jour de la prochaine municipalité. N'attendons pas 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce sera trop tard. Et en ce qui concerne la sécurité, voilà, sur le point de sécurité... Je vous en ai parlé de la sécurité tout à l'heure. J'ai dit il y a une dimension qui est une dimension économique et il y a une dimension qui est une dimension policière. La police municipale, vous savez que la police nationale, elle, il y a une convention entre nationale et la police nationale, c'est le grand banditisme, le crime organisé. La police municipale doit être une police de proximité. Elle doit avoir une antenne dans chaque arrondissement de la ville, avec des policiers qui connaissent le terrain, les commerçants, etc., qui sont reliés aux caméras de leur secteur directement pour pouvoir intervenir beaucoup plus vite. Elle doit être présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une police qui travaille à mi-temps, de 9h du matin à 5h de l'après-midi, ça sert à rien. Non. Oui, bien sûr. En tout cas, on espère que vous, chers auditeurs, chers Marseillais, et aussi de bien d'autres, puisqu'il n'y a pas que nos Marseillais qui nous écoutent, mais aussi de tout au Bagne et sur Internet. On va dire que même en Belgique, on peut être écouté, où que vous soyez. En tout cas, on espère que ce discours qui a été tenu par Michel Pinard, avec ce projet Marseille qui vous a été mis en avant, vous a intéressé. Si vous souhaitez également partager cette vision de Michel Pinard et aussi de tous ces autres représentants de secteur, vous pouvez donc, je vais le rappeler aussi, pour vous soutenir, vous pouvez le faire avec Projet Marseille 24 Place Castellane 13006 Marseille. Voilà, ils ont besoin de votre soutien. Et si donc vous adhérez également à ce discours, ils viendront au cinéma. Au Chambord le 29 à 18h. Au cinéma Le Chambord le 29 à 18h. Et projetmarseille.fr aussi, n'oubliez pas le site, toutes nos propositions sont dessus et si vous pouvez nous aider à financer cette agora, voilà, vous avez la certitude que nous porterons votre voix à la mairie de Marseille. Mais surtout, allez voter, retrouvez votre carte d'électeur et allez voter. C'est un privilège que nous avons dans ce pays et il faut justement l'exploiter et s'exprimer. Donc c'est à vous de vous faire cette opinion. Nous espérons que nous avons pu vous mettre en avant aujourd'hui, chers messieurs. De toute manière, je suis certaine que nous vous reverrons sur ce plateau. Et Armel, nous allons pouvoir, en dehors de ce beau discours et qui a finalement pas eu assez encore de temps de s'exprimer, c'est toujours court, hein, on dit 1 heure, on va en avoir à dire et on n'a pas réussi. Nous allons justement réinviter nos candidats qui sont sur ce plateau et accueillir dans la deuxième heure, pour la deuxième partie, donc restez bien avec nous, Stéphane Ravier, qui lui également aura à cœur de porter aussi sa candidature sur la ville de Marseille. Et donc il va y avoir encore plein de choses à dire, donc on attend vos réactions sur cette deuxième partie, n'est-ce pas? Et certainement, nous sommes aujourd'hui dans la journée des bavards. Ah ben, quand on aime sa ville, on en a à dire, je pense. Ça c'est certain. Ça c'est une grande évidence. Et on a senti encore une fois quelqu'un de très passionné qui aime sa ville et qui finalement aurait pu très bien prendre sa retraite et s'en foutre, comme on dit. Mais non, apparemment, il a décidé de faire autrement. Donc c'était Michel Pinard que nous avons eu en première heure. Et donc si vous souhaitez tenir donc ce projet, ça s'appelle Projet Marseille, 24 Place Castellane, 13006 Marseille. Merci messieurs. Merci messieurs. Et très bonne continuation. Nous allons continuer donc cette partie, cette deuxième
partie qui va s'avancer avec donc Stéphane Ravier. Nous allons faire une petite coupure musicale avec C'est ça la France de Marc Lavoine et on vous dit à tout de suite sur notre radio Diva FM, la radio de tous les Marseillais 101.8.